Président, Mesdames et Messieurs, merci de m'accueillir à votre Assemblée Générale. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'avait fait l'IFCA, mais je suis très admiratif de la rapidité avec laquelle vous êtes saisi des sujets qui sont des sujets déterminants, puisqu'on sait que dans notre société, et plus particulièrement dans le monde de l'entreprise, le rôle de l'éducation va être déterminant pour pouvoir accompagner une transformation qui s'impose à nous tous. Je pense que nous sommes tous dans une situation où nous n'imaginions pas, il y a encore 10 ans, la manière dont nous pourrions travailler aujourd'hui. Avoir des personnes qui font un rapport de gestion en visioconférence, de passer son temps à regarder son smartphone, comme je l'ai fait, mais comme vous l'avez fait aussi pendant la réunion, ce qui ne nous a pas empêché de faire deux choses à la fois, ce qui est totalement nouveau par rapport à ce que nous pratiquions. Et je pense que toutes ces évolutions traduisent bien le monde dans lequel nous vivons. Ce monde, c'est celui de vos clients, c'est celui de vos collaborateurs, et cette symétrie des attentions entre les collaborateurs et les clients est probablement source de succès dans les années à venir et de réussite. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que je vais essayer de partager avec vous ce que nous voyons dans notre observatoire mondial. Je dis avec humilité parce que le Président a cité très gentiment un certain nombre d'innovations que nous avions identifiées avant qu'elles ne soient connues, mais il y en a plein que nous avions identifiées et qui n'ont jamais réussi aussi. Et je pense qu'il faut avoir cette humilité de bien voir que ce monde est complexe et qu'il va vite et que tout ce qui est digital n'est pas forcément, comme vous le verrez dans ma présentation, la panacée pour permettre à nos collaborateurs de pouvoir saisir les opportunités et se réaliser dans l'avenir, puisqu'il y a des vraies questions qui se posent, comme vous le savez, par rapport à cette évolution des technologies. Alors, peut-être pour commencer, juste un petit rappel pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Nous sommes, comme l'a dit le Président, un observatoire. Nous sommes nés il y a 10 ans avec le Sénat, le ministère de l'économie numérique, c'était à l'époque le secrétariat à la prospective effectivement et à l'économie numérique, la Business School HEC avec laquelle nous avons créé la méthodologie de notre observatoire, et puis l'UNESCO qui nous a rejoints en 2010. Et notre vocation n'est pas de faire du conseil ou de la technologie, mais de faciliter cette transformation digitale. Et pour ce faire, nous assurons une veille mondiale chaque année sur les innovations qui émergent partout dans le monde. Nous analysons et nous essayons de formuler des tendances sociologiques sur cette société numérique qui s'impose dans nos activités économiques. Nous organisons des rencontres entre les innovateurs et les décideurs économiques, et des fois entre les décideurs économiques sur la manière dont ils ont organisé leur propre transformation. Et enfin, nous faisons des conférences pour nos clients, comme j'ai le plaisir de le faire avec vous aujourd'hui. Et tout ça ne serait pas possible si nous n'avions pas constitué patiemment durant ces 10 dernières années un réseau mondial d'universités avec des professeurs qui sont chacun spécialistes dans leur domaine, que ce soit le domaine de l'informatique, des computer science, du marketing digital, du management digital, du design thinking, comme on dit, tous ces termes qui peuvent paraître un peu barbares, mais qui s'imposent dans nos modes de réflexion, d'innovation et d'organisation de nos entreprises. Alors, qu'est-ce que nous produisons chaque année? D'abord un palmarès qu'on appelle NetExpo 100, qui sont les 100 usages dont nous pensons qu'avec nos experts, ils devraient avoir un impact sur notre société, notre économie, nos organisations, notre façon de travailler. Sur ces 100, il y a 10 lauréats chaque année qui viennent à notre forum. Alors généralement, c'est des gens totalement inconnus puisqu'ils ont émergé dans l'année. C'est pour ça que c'est très risqué de faire le métier qu'on fait, mais vous comprenez aisément que c'est intéressant aussi de voir pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché. Et puis enfin, nous formulons notre étude de tendance chaque année, que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, dans la mesure où le sujet est vraiment sur la formation connectée, bien évidemment. Alors, on s'est prêté un petit exercice dans notre organisation, c'est de dire qu'est-ce qu'on avait trouvé en 2008-2009, qui étaient nos 2 premières années. Parce qu'on ne peut pas raconter de carabistouille quand vous regardez 8, 9, 10 ans en arrière ce qu'il y avait. Donc voilà ce que nous avions comme lauréat et comme innovation de notre palmarès 100. Alors effectivement, le Président en a cité un certain nombre. Il faut savoir que M-Pesa au Kenya est absolument stratégique puisque ça a été la première application de mobile payment, comme on dit, de paiement par mobile au monde. Et ce n'est pas né en Californie, et ce n'est pas né à Londres, capitale des fintech, c'est né au Kenya. Quand on comprend pourquoi au Kenya on a créé ces applications, qui n'ont pas été créées par une banque, mais par un opérateur télécom, qui s'appelle Safaricom, qui est filiale de Vodafone, eh bien on comprend que
on peut passer à côté de certaines initiatives intéressantes qui aujourd'hui s'imposent à nous et qui encouragent d'ailleurs des grands acteurs de téléphonie à développer ce type d'application qui pourrait demain être une concurrence directe aux banques. Alors tout ça, nous essayons de partager chaque année un an d'observation à l'occasion de notre forum annuel. Et ça se passera cette année, le 26 et 27 avril, à l'UNESCO. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est la formation digitalisée. Et en préparant cette intervention avec Denis Faure, je me suis posé la question de dire, est-ce qu'on doit vous montrer tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui ? Parce que des fois, ça fait un peu peur, ça donne le vertige, ça semble vertigineux, mais c'est la réalité de ce qui se prépare dans les labos. Et quand on regarde ce qui s'est passé il y a 10 ans et ce qui se passe maintenant, force est de constater qu'un grand nombre de ces travaux se sont réalisés, pas forcément comme on l'imagine, mais ils se sont développés et ils ont pris leur ampleur. Donc, il est notre devoir de partager avec vous ce qu'on voit dans ces labos, ce qu'on voit dans ces startups, pour vous mettre en perspective, encore une fois avec beaucoup d'humilité, parce que nous ne sommes pas sûrs de ce qui sortira, mais fondamentalement de vous montrer qu'il est en train de s'opérer un virage important que nous avons appelé de la formation digitalisée aux compétences connectées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette formation ? D'abord, qu'il y a une croissance énorme du marché de ce qu'on appelle les l'EdTech, c'est-à-dire le marché de l'éducation et de la technologie. Ce marché est en train de se développer très fortement, pas simplement, je dirais, en phase avec les grandes universités qui ont toutes créé, vous savez, leur edX ou leur Coursera, mais vraiment dans un marché de start-up mondial. Et le relais qui avait démarré aux États-Unis la croissance, le relais s'installe en Asie de façon extrêmement significative. Ce qui est important peut-être de révéler dans ce que nous pouvons voir dans les derniers travaux de notre observatoire, c'est qu'il y a une nouvelle forme de développement des compétences qui apparaît. Et cette nouvelle forme de développement des compétences, nous l'avons appelée compétences connectées, parce que nous pensons qu'il est en train de changer énormément de choses dans la manière dont on va aborder la connaissance, une partie du savoir, et la manière dont nous allons le gérer dans notre vie professionnelle. La formation avant, c'était quoi ? C'était ça. C'est-à-dire c'était tous ensemble, un même lieu, même moment. C'était l'unité de temps, d'action et de sujet, avec pas vraiment beaucoup de personnalisation et un contenu de formation qui était sans beaucoup d'interaction. Ce qu'on a tous vécu, rappelez-vous, dans ce genre d'hémicycle. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir ces 3 dernières années, c'est une digitalisation de la formation que l'IFCAM a parfaitement, je dirais, intégré dans le virage stratégique qui est le sien et dans les applications que vous connaissez, qui est d'abord une ère d'information et des savoirs accessibles à tous. Je pense que le dernier projet traduit cette démarche-là, mais on l'a vu apparaître sur Internet, bien évidemment, avec les grandes encyclopédies en ligne. L'ère des univers virtuels, qui ne se sont pas encore totalement imposés, mais comme vous allez le voir, qui sont en train de se développer, puisque la technologie devient accessible à bas coût et qu'elle devient de plus en plus fiable, et la connexion de plus en plus puissante. Et puis enfin, ce qu'on a pu voir arriver, c'est l'ère de la pédagogie inversée, ce qu'on appelle le learning by doing, qui a eu un impact très important, et dont probablement un des meilleurs exemples est la Khan Academy, qui a été créée donc par cet ancien financier qui travaillait dans la Silicon Valley et qui a décidé, pour une personne de sa famille qui était à l'autre bout du monde, de créer ces petites vidéos sur Internet qui sont devenues ce best-seller qui est la Khan Academy, expliqué par des petits MOOC, petits dessins sur un tableau expliqués avec la voix, et qui a été vraiment un des facteurs décisifs avec une nouvelle méthodologie d'apprentissage. Alors, ça s'est traduit concrètement dans un certain nombre d'entreprises. Est-ce que vous vivez ? C'est l'auto-formation sur écran, ce que vous avez évoqué lors de votre assemblée générale de l'IFCAM, c'est-à-dire les MOOC, tous ces vidéos auxquelles vous pouvez accéder. Ce sont les mises en relation de plateformes de savoir partagé, c'est-à-dire une personne qui peut être un relais, qui peut être quelqu'un qui va vous apporter l'information. Puis enfin, ça peut être aussi une information qui vous est poussée de façon personnalisée et contextualisée, avec un diagnostic qui peut se faire en temps réel et en sélection de contenu adapté. Aujourd'hui, ce que nous constatons à l'Observatoire NetExplo, c'est une nouvelle forme d'apprentissage qui est en train d'émerger. Alors c'est le début, ce que je vais vous montrer, ce sont des choses qui viennent d'arriver, mais fondamentalement, elles traduisent un virage. Et ce virage, on pourrait l'appeler l'ère de l'ubiquité du learning connecté, c'est-à-dire que vos collaborateurs,
ne sont plus en situation de rentrer dans une formation peut-être classique, mais d'avoir un bénéfice immédiat de leur enseignement, un bénéfice immédiat de compétences qui va leur permettre d'apprendre n'importe où, à n'importe quel moment, sans attendre dès que l'on a besoin. En gros, je ne suis pas obligé de dire je consacre du temps à la formation. Ce temps, je peux l'organiser comme je le souhaite, quand je veux, de façon fragmentée ou totalement, unitaire, mais je vais pouvoir le faire quand je le souhaite, quand je le veux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette possibilité d'ubiquité de ce learning connecté, elle est rendue possible par 3 facteurs. Le premier, c'est les data. Nous collectons beaucoup de data à travers notre smartphone, notre expérience, notre trajectoire sur les sites web, sur les intranets. Toutes ces data vont aider l'ensemble des acteurs à vous apporter une information qui est contextualisée. Ces analyses de data, elles vont produire un diagnostic. Et ce diagnostic va nous aider à mieux comprendre si vous êtes quelqu'un qui va être intéressé par tel sujet, comment ça fonctionne, etc. Et deuxième chose, c'est que ces intelligences numériques vont pousser, à partir de ces diagnostics, les bonnes informations. Et vont le faire, c'est la troisième chose, ils vont le diffuser en fonction des modalités que vous aurez choisies. Et tout ça de façon totalement transparente, j'allais dire pratiquement immédiate, ce qui va bien évidemment changer la vie de l'ensemble des personnes qui doivent apprendre. Alors c'est un apprentissage qui va être de plus en plus personnalisé dans son contenu et dans ses modalités de diffusion. C'est une approche selon un mode de pédagogique qui sera celui que vous choisirez, qui est le plus adapté à votre personnalité. Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est de l'écrit? Est-ce que c'est de l'interaction? Est-ce que c'est du langage naturel? Tout ça, c'est vous qui déciderez au moment où vous le souhaitez par rapport à la technologie qui permet de le faire aujourd'hui. Deuxièmement, ce sera un apprentissage opportuniste. Je me permets d'insister sur ce mot parce que le mot opportuniste traduit une évolution dans la psychologie de la personne qui doit accéder à un savoir ou acquérir une compétence. L'opportunisme, c'est une grande tendance de notre société aujourd'hui. Et force est de constater que les technologies favorisent ça. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin d'apprendre et je n'ai pas besoin de charger mon disque dur d'informations si j'en ai pas besoin à un moment donné. Par contre, quand j'en ai besoin, je veux en temps réel avoir l'information. Et c'est un paradoxe qui peut choquer par rapport au goût de l'effort, à la stratégie qui consiste d'aller pas après pas dans un apprentissage et une compréhension avec un schéma hypothético-déductif, un plan en 2 parties selon le schéma canonique. Tout ce que nous avons appris à l'école est en train d'évoluer. Et c'est en train d'évoluer vers immédiatement, quand j'en ai besoin, et aussi par imitation et pas forcément par compréhension de ce raisonnement hypothético-déductif. Et ça, fondamentalement, le digital et les technologies sont en train d'apporter des solutions qui sont des formes de guidage logiciel qui ne vont pas forcément mettre l'emphase sur l'explication ni la mise en perspective ou la conceptualisation. On peut s'en désoler, on peut considérer aussi que c'est une phase a posteriori, mais fondamentalement, c'est la tendance. Donc, sur ces tendances, je vais essayer de les résumer en 3 parties que je vous propose d'illustrer pour vous montrer ce que ça veut dire concrètement dans ce que nous voyons mondialement. Alors, la tendance 1, c'est le coaching numérique, ça ne va pas vous étonner. Et là, c'est un formateur qui va être construit sur un modèle de compagnonnage numérique. Vous allez suivre des directives en temps réel et vous allez apprendre par imitation. Voilà quelques exemples rapides qui montrent à quel point nous sommes rentrés dans cette ère-là. Cette application qui s'appelle CrowdPilot nécessite de l'humain. Vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas, là c'est le cas. Vous choisissez le coach que vous souhaitez sur le sujet que vous souhaitez. Vous vous dites, voilà, je vais avoir un entretien avec mon futur employeur, ou je vais avoir un entretien avec mon responsable des impôts de ma localité, ou je vais avoir un entretien avec peut-être ma future petite amie. Eh bien, vous pouvez choisir le coach que vous voulez. Et cette application, après l'avoir briefé par téléphone ou l'avoir rencontré, sur votre smartphone, vous allez poser votre smartphone à côté de vous lors de l'entretien, et vous allez laisser ouvert l'application. Et pendant ce temps-là, la personne qui est votre coach va entendre votre conversation, puisqu'elle y est autorisée, elle est votre coach, et elle va écrire des messages qui vont vous guider sur la manière dont vous allez répondre par rapport au schéma. Toute ressemblance avec un homme politique pendant la campagne présidentielle est bien sûr totalement fortuite,
Mais fondamentalement, c'est quelque chose aux États-Unis qui a été lancé il y a 18 mois, et CrowdPilot a un très grand succès quand il s'agit d'avoir une assistance en temps réel sur son téléphone. Alors bien sûr, la personne ne parle pas, mais elle écrit, et c'est ces messages que vous pouvez regarder d'un coup d'œil par rapport à l'entretien que vous avez. Deuxième exemple, c'est la traduction. Pour vous dire à quel point aujourd'hui, vous allez voir une autre application, mais celle-là fonctionne très bien. Elle a d'ailleurs été rachetée par Google il y a peu de temps, et Wordlens est un traducteur de tous les textes. Alors, ce n'est pas la voix, on verra la voix tout à l'heure. Le texte, c'est quoi? C'est la possibilité, avec votre smartphone, de pouvoir passer votre smartphone devant un texte, qui peut être un journal, une affiche, un menu de restaurant, et de pouvoir, grâce à cette application que vous avez téléchargée préalablement, traduire instantanément, en un nombre de langues incroyable, ce texte. Et donc de pouvoir avoir accès. J'ai personnellement utilisé cette application à Tokyo Central il y a quelques années. Je devais aller à Kamakura. Je peux vous dire que personne dans les personnels de la SNCF japonaise était capable de répondre en anglais. Et j'ai pu trouver ma voie et avoir mon train à l'heure parce que j'ai pu utiliser cette application sur Rapido. C'est quelque chose qui vous permet de ne pas avoir à apprendre la langue, mais de pouvoir avoir accès tout de suite à une information. Troisième exemple, j'aurais rêvé de cette application quand j'étais en prépa. C'est une application qui vous permet, grâce à la reconnaissance physique, de voir une équation, de la photographier et de voir le logiciel, l'application, vous résoudre toutes les étapes de l'équation la plus complexe. Vous comprenez maintenant pourquoi les smartphones sont interdits dans les salles d'examen. Je peux vous dire que je l'ai testé moi-même, je suis très impressionné. Et cette technologie pourrait être appliquée d'ailleurs à la résolution d'autres problèmes. Il se trouve que les mathématiques sont des chiffres, c'est beaucoup plus facile bien évidemment de pouvoir le faire. Et puis ce que vous voyez aussi, c'est ce qu'on appelle les bots ou les chatbots, qui sont, petite définition, des agents robots conversationnels, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la relation client, pour pouvoir gérer des relations par téléphone ou par Internet. Le problème, c'est toujours d'aller chercher l'information là où vous n'êtes pas. Et il se trouve que Facebook, sur Messenger, a intégré cette application qui s'appelle Nerdify Bot, et qui vous permet, notamment quand vous êtes étudiant, quand vous avez une question et que vous êtes en train d'être sur Facebook, de ne même pas avoir besoin de sortir et d'aller sur Google, mais de poser la question et d'aller directement aller trouver la réponse qui vient à vous, avec l'ensemble des preuves, des éléments d'information qui vont vous permettre de rédiger votre devoir, de répondre à un questionnaire ou de faire avancer votre travail pédagogique sur le sujet. Donc, ça vous permet de pouvoir répondre à n'importe quelle question en allant chercher l'information sur Internet sans avoir à quitter l'application Facebook Messenger. Comme vous le savez, toutes les applications font tout pour que vous restiez sur leur plateforme. C'est d'ailleurs le modèle aujourd'hui de l'application qui a le plus succès au monde, s'appelle WeChat, 900 millions de personnes, qui est devenu un porte-monnaie pour payer, qui est devenu une réservation d'hôtel, de restaurant, enfin qui permet de faire tout. C'est absolument stratégique pour ces acteurs du numérique de pouvoir intégrer l'ensemble des compétences à l'intérieur, et on comprend que ces applications fonctionnent comme ça. Et enfin, je voudrais, sur cette première partie du coaching, vous dire à quel point l'application en matière d'intelligence artificielle est en train de faire des progrès. Cette application, elle s'appelle YoMD, elle a été développée pour la sécurité sociale anglaise. Comme vous savez, la sécurité sociale anglaise a pris beaucoup de recul par rapport à ses citoyens, et il est de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous, d'être soigné dans certains temps dans le domaine public britannique. C'est la raison pour laquelle ils ont travaillé avec des experts et des startups pour créer une application qui s'appelle YoMD, Your Medical Doctor, et dont la particularité, c'est de permettre de pouvoir, quand on a des premiers symptômes, non pas se substituer à un médecin, mais de faire un pré-diagnostic. Pré-diagnostic qui va vous permettre d'orienter le patient vers le bon centre médical, le bon professionnel de santé, le bon médecin, et de gagner du temps par rapport au projet, quitte, si les symptômes sont très difficiles, d'accélérer la prise en charge par rapport au modèle classique administratif. Donc ça montre bien qu'on est capable de pouvoir, sans contact humain, se substituer à l'homme et
et faire gagner du temps dans des pratiques où l'objectif est clairement de faire des économies, mais aussi de pouvoir aller plus vite dans certains processus de diagnostic. J'ajoute ce dernier exemple que j'ai trouvé assez drôle, c'est ce monsieur avec ses lunettes connectées est un professeur, et à travers ses lunettes, ce qu'il veut voir, c'est qu'il veut voir s'afficher les questions envoyées par ses étudiants, et également leur niveau de compréhension du cours, par des smileys. Et de cette manière, en regardant n'importe quel élève, il voit au-dessus de lui s'ils ont des questions, et il voit surtout s'ils sont, je vous vois très interrogatif vis-à-vis de moi, donc je me pose des questions. Je vous rassure, mes lunettes ne sont pas connectées. Mais fondamentalement, c'est assez impressionnant parce que vous vous dites que la personne, ce qu'elle pense, et vous allez voir dans une autre application tout à l'heure, on peut le déceler, on peut le savoir, et on peut, à partir de là, faire un diagnostic réel de est-ce que l'apprenant est en phase vraiment d'apprendre, ou est-ce qu'il est complètement dépassé par la formation qu'on lui transmet. Et ça, c'est quand même un aspect important sur l'efficacité de la transmission du savoir. Deuxième tendance, c'est le coaching par immersion. Donc là, ça ne va pas vous étonner puisque la réalité augmentée est en train de prendre une dimension absolument énorme. Et là, l'idée, c'est de développer ses compétences par immersion dans une réalité qui peut être à la fois augmentée ou virtuelle, mais qui est maîtrisée par l'apprenant parce qu'il a le casque, tous les outils, et il va pouvoir scénariser son apprentissage pour s'entraîner, configurer une situation et choisir le bon partenaire technologique pour le faire. Alors voilà un exemple dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Microsoft qui a lancé ces lunettes, s'appellent les HoloLens, qui sont des lunettes de réalité augmentée et d'hologrammes, et qui vont permettre physiquement de pouvoir savoir où vous devez mettre vos mains, comment intervenir sur un panneau, par exemple électrique, sur un site industriel ou sur un écran d'ordinateur sur lequel vous aurez l'ensemble des chiffres pour savoir où ça se passe, quels sont les éléments importants, etc. Et ce casque va lire l'information, a préalablement été informé du programme, on lui a dit quels étaient les process, et donc la personne ne va plus avoir besoin forcément de savoir ce qu'elle doit faire ou avoir eu un apprentissage premier, puisqu'elle va être informée exactement par ses lunettes de ce qui est important dans ce tableau et de ce qu'il faut vérifier, et de le faire avec la facilité des outils qui vont bien évidemment lui indiquer la bonne marche à suivre. L'autre exemple qui est intéressant que je ne reste pas à partager avec vous, c'est celui de ces dentistes japonais. L'intelligence artificielle, c'est une chose, mais la robotique associée permet de recréer le comportement d'un patient jusqu'à la sensibilité dentaire, en créant des espaces qui sont effectivement particulièrement sensibles pour des pathologies classiques et qui vont permettre, à partir d'un masque, d'une fausse langue et de l'ensemble d'une reconstitution du corps humain, de mettre les gens dans une situation de réalité virtuelle qui est quasiment, impressionnante quand vous voyez le film et la manière dont ça se passe. Et c'est effectivement un apprentissage physique qui change complètement les choses. Autre exemple qui peut paraître paradoxal, c'est les baguettes connectées. Alors c'est quoi les baguettes connectées ? Ce sont des baguettes sur lesquelles vous voyez il y a des petits capteurs, et il vous est possible d'enregistrer à partir des sons d'une vraie batterie, de recomposer tous les sons, la diversité des cymbales, d'une caisse claire, des tomes, le son, et ensuite de l'enregistrer, et grâce à ces baguettes, de ne plus avoir besoin de batterie pour jouer de la batterie avec un vrai son qui pourra être amplifié à partir de votre smartphone ou d'une chaîne Hi-Fi ou de n'importe quel acteur. Ça veut dire que vous êtes un instrumentiste, vous n'avez pas forcément besoin de vous trimballer avec l'ensemble des choses, puisque vous allez le recomposer de façon virtuelle, mais vous allez pouvoir le faire. Je ne reste pas aussi à vous montrer cette expérience qui a été créée par la société Lockheed Martin, qui a transformé, dans un but d'éducation aux écoles, une sortie scolaire tout à fait classique en une visite sur Mars. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont transformé les vitres de cette gare en un écran tactile interactif sur lesquels ils ont reproduit les images qu'ils avaient filmées de la planète Mars. Et ce qu'ils ont proposé, c'est ces enfants qui sont sortis de l'école et qui ont traversé un tunnel. Les écrans se sont transformés dans la projection de Mars, et ils ont vécu une expérience totalement inédite d'avoir le sentiment, à partir d'un simple car qui roulait dans leur ville aux États-Unis, mais de pouvoir vivre une expérience qui était complètement différente. Troisième tendance,
c'est la plus jusque-boutiste, c'est le savoir-faire robotisé. Alors là, on va, je dirais, aux limites de l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé de cette partie-là avec Denis Faure, parce que la question c'est de savoir est-ce qu'on doit vous faire peur ou pas, mais le problème n'est pas de vous faire peur, le problème c'est de vous dire voilà ce qu'il y a dans les labos de recherche aujourd'hui, voilà ce qu'il y a aujourd'hui en préparation. Le pire n'est jamais sûr, mais il y a toujours, vous le verrez, des points positifs et des points négatifs dans toutes les innovations. La question après c'est qu'est-ce qui va l'emporter et qu'est-ce qu'on va en utiliser derrière. Alors là il s'agit de quoi? Il s'agit d'augmenter la compétence d'un collaborateur, mais par le biais d'une collaboration étroite avec le numérique. La compétence, elle n'est pas détenue par l'homme, elle est détenue par la machine. Et c'est une machine qui, dans les programmes d'intelligence artificielle, va améliorer sa compréhension à travers les mécanismes qu'on appelle de machine learning, et qui vont permettre, au fur et à mesure, au programme de pouvoir s'améliorer. Alors, voilà un exemple qui peut paraître paradoxal, mais il s'agit d'un bras robotique qui va montrer à un humain comment faire un geste particulier. Que ce soit un geste industriel, que ce soit un geste artistique, il vous est possible de prendre quelqu'un et de le mettre en situation de mémoriser ce geste par la répétition que lui permettra le bras armé. Donc là, on est quand même dans une optique où c'est la machine qui prend le dessus sur l'homme pour le mettre en situation d'apprendre un élément. La deuxième chose, c'est que les tâches intellectuelles ne sont absolument pas exemptes de ces développements-là. Vous avez tous entendu parler du programme Watson d'IBM. Ce programme a développé pour une célèbre agence, un cabinet d'avocats, un programme d'intelligence artificielle qui va permettre, avec ce programme Watson, de trier l'ensemble des informations juridiques, des faits, de la jurisprudence également, et de tirer des conclusions en traitant 1 milliard de documents par seconde, c'est-à-dire en ayant cette capacité d'avoir le super assistant qu'on a tous rêvé d'avoir, qui va nous préparer le travail pour la phase finale. Sauf que bien évidemment, il est en train d'émettre un certain nombre de recommandations et qu'il pourrait très rapidement écrire, lui-même ce que font aujourd'hui des avocats. Donc on voit bien que la progression de ces programmes va vite et qu'en tout cas, elle est utilisée par les avocats eux-mêmes qui gagnent un temps précieux dans l'analyse et la recherche des informations. Je parlais tout à l'heure de traduction. On parlait de traduction écrite. Ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est la traduction orale simultanée. Grâce à ce type d'innovation, The Pilot, qui est une oreille de traduction simultanée en 5 langues, vous avez 2 oreillettes, une qui enregistre la voix de l'interlocuteur, qui filtre en plus le bruit ambiant, ce qui vous permet d'avoir une vraie qualité d'écoute, donc de traduction derrière. Et puis, vous avez, à partir de là, sur l'autre, vous avez la traduction dans la langue, ce qui va vous permettre, finalement, d'être dans une situation où, à partir d'un simple smartphone, votre traduction va être simultanée. Je rêverais d'avoir ça, moi qui passe du temps à parler en anglais avec des gens qui quelquefois parlent beaucoup mieux que moi anglais, ou des fois beaucoup moins. Ça nous faciliterait totalement la tâche. On n'en est pas loin. Il faut savoir que là vraiment les progrès sont absolument sidérants et que nous devrions être capables de traduire des personnes en temps réel à travers notre capacité de parler avec eux. Alors imaginez à l'autre bout du monde sur un Skype, eh bien nous pourrions tout à fait développer ce type de compétences assez prochainement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le monde virtuel dont on parle beaucoup ne nous permet que de nous mettre mentalement dedans. Physiquement, nous n'y sommes pas vraiment. On peut bouger un peu, mais globalement, nous n'avons pas l'appréhension des choses. Grâce à ce gant haptique qui a été développé par des Chinois, une start-up chinoise qui est très en avance sur ce sujet, ils ont considéré que si on voulait vivre l'expérience de virtualité de façon optimum, il était absolument essentiel que notre main puisse toucher les choses et en sentir toutes les aspérités, tous les éléments. Et c'est ce qu'ils ont développé à travers ce gant qui s'appelle Dexmo et qui va vous permettre de vivre le scénario avec le sentiment de pression, de force et même la sensation du toucher à l'occasion des expériences que vous pouvez vivre en réalité augmentée. Alors, imaginez, je ne sais pas s'il y a des fans de la Guerre des Étoiles dans cet hémicycle, mais imaginez que vous soyez un Jedi et que vous ayez ce fameux sabre laser, eh bien quand vous aurez ce gant et que vous serez avec vos lunettes connectées, le sabre laser, vous le sentirez.
Et vous le sentirez encore plus quand vous croiserez le sable laser avec un autre sable laser. Ça, c'est pour les fans de jeux. Je peux vous dire quand même que les conséquences industrielles ou dans d'autres mondes sont absolument considérables. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'avec des lunettes, il est peut-être possible de savoir qu'est-ce que pensent les gens. Mais encore faut-il qu'ils disent j'ai une question ou ok, je comprends ou je ne comprends pas. Ce qui est en train de se passer avec les technologies, c'est grâce à la reconnaissance faciale, nous sommes en mesure de pouvoir analyser le visage d'une personne et à travers les petits signes identifier et analyser les émotions à partir de ces micro-animations faciales. Et la reconnaissance faciale fait énormément de progrès, mais elle pourrait être redoutable dans les logiques pédagogiques et de formation. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il est difficile d'analyser précisément si une personne décroche ou pas par rapport à un exposé. Imaginez que vous ayez une caméra qui soit sur vous et qui permette de savoir si vous n'avez pas bougé le visage pendant encore 3 minutes, ou si au contraire vous avez tiqué à un moment donné, vous avez vu une image qui vous a choqué. Eh bien tout ça, ces informations, elles peuvent être analysées et elles peuvent permettre de savoir dans quel état vous êtes pour assimiler une connaissance ou un savoir. Alors, je vous propose de voir une petite vidéo qui montre ce principe avec un bébé. Et c'est une maman qui chante devant son bébé. Vous voyez, sur la droite, vous avez tous les indicateurs. Neutral, happy, surprise, angry, afraid, sad, etc. Et vous allez voir comment ça bouge en fonction de la maman et du propos qu'elle a avec son bébé. Mommy's gonna sing you a song. You want mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about Vous voyez que ça the bouge song, dans tous les okay? sens là. I don't want you to come round here no more. Alors là, il se pose beaucoup de questions quand même. Là, il est très content là. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to Il est subjugué, believe it's true. So I let you in. No. Alors là, il décroche. Et vous voyez tout de suite que les indicateurs passent de l'un à l'autre très rapidement. Bon. Tout ça pour vous dire que vous pourriez avoir la même caméra fixée sur vous pendant mon intervention pour essayer de comprendre si votre attention est toujours la même ou si vous avez décroché à un moment donné. C'est quand même une évolution majeure dans l'appréciation et l'efficacité. J'ai bien compris que l'IFCAM était en recherche d'efficacité sur ce sujet, mais vous comprenez à quel point il est probable que vous puissiez essayer ça dans l'avenir avec l'accord, bien sûr, des collaborateurs. Alors, je voudrais terminer, je voudrais terminer cette partie-là, parce qu'on va conclure après, mais sur ce que se passe aujourd'hui, ça c'est à l'UCLA, à Los Angeles, c'est la capacité d'avoir nos fameux chatbots avec l'intelligence artificielle, mais où on combine toutes les meilleures des technologies, c'est-à-dire la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, parce que votre voix n'a pas du tout les mêmes intonations et mêmes sujets, et puis bien évidemment les propos que vous tenez et la manière dont se construit votre argumentaire. Tous ces facteurs-là peuvent être analysés, ils peuvent même être, testés, peuvent être simulés avec un avatar qui, lui, n'est pas un humain, mais qui va permettre de créer un dialogue. Je vous propose de voir cette partie qui est assez étonnante. But I try to stay happy. I'd rather be happy. My kids keep me going. What advice would you have given yourself 10 or 20 years ago? Bon, là c'est de la psy, mais vous imaginez un entretien de recrutement ou ce genre de choses. On peut imaginer demain, en tout cas la technologie permet de faire passer un entretien de recrutement ou un entretien d'évaluation sur ces modèles-là. Ce qui, bien évidemment, est un facteur non négligeant parce que c'est particulièrement questionnant quand on sait le temps que l'on passe dans des relations humaines, qui est essentiel, mais qu'on peut gagner si on se fait remplacer par la machine. Et c'est aujourd'hui la question que se posent beaucoup d'Américains sur l'efficacité du temps passé avec les collaborateurs dans certains cas. Ça peut paraître complètement, à côté de la plaque, mais fondamentalement, dans les labos de recherche, ils sont vraiment sur ce sujet-là.
Alors, ce qui est intéressant, et je voudrais arriver à la fin avant ma conclusion, c'est que ce que nous voyons, c'est que quand même, dans ces laboratoires de recherche, dans ces startups, il y a une évolution majeure sur cet aspect intelligence artificielle robotique, à savoir que le robot, c'était un outil au service de la productivité, qui remplaçait l'homme dans les tâches difficiles, etc. Ce qu'on voit dans ces labos et dans ces startups, c'est qu'on le fait émerger comme un acteur. Et cet acteur, il apprend, il s'améliore grâce à cette intelligence artificielle et ce machine learning. Et son objectif, quand on regarde bien l'ensemble de cette innovation mondiale, c'est de créer des acteurs autonomes qui vont être de plus en plus indépendants de l'homme. Voilà 3 exemples que j'ai retenus parce qu'ils nous ont semblé intéressants. Le premier s'appelle RoboEarth. C'est un projet hollandais qui est soutenu par la communauté européenne et qui consiste à créer un Wikipédia pour les robots. C'est-à-dire que les robots vont pouvoir aller chercher de l'information qui va leur permettre de s'améliorer au fur et à mesure. Et ce cloud dédié aux robots se nourrit des informations que déposent bien sûr les acteurs au départ de ce programme, mais les robots eux-mêmes. Deuxième élément, alors ça on l'a primé il y a 1 an, ce sont des Norvégiens qui ont répondu à un appel d'offres de la NASA sur le sujet de comment on fait quand une machine tombe en panne et qu'on est sur la Lune ou Mars ou ce genre de choses. Eh bien, ils ont créé un robot qui va s'auto-diagnostiquer, qui va s'auto-réparer grâce à l'imprimante 3D. Alors, les robots ne sont pas du tout des robots sophistiqués au jour d'aujourd'hui. Mais ce qu'on voit, c'est que ces robots sont capables déjà de se diagnostiquer et d'apporter les réponses pour revenir dans un état de fonctionnement. Puis le troisième, qui est assez particulier, c'est un projet britannique qui s'appelle Evolving Robot. Et ce sont des chercheurs de l'Université de Cambridge qui ont réfléchi à un robot mère qui crée des petits robots, mais qui supprime ceux qui ne sont pas parfaits, pour ne garder que les robots parfaits et améliorer de génération à génération les robots. On est dans le darwinisme totalement applicable à la robotique, avec un objectif, c'est d'avoir les robots qui seront les plus autonomes dans l'avenir. Alors, tout ça a des conséquences, et des conséquences de formation et des conséquences en matière de management et de ressources humaines. On voit bien que la formation, elle est totalement en train de se transformer, et elle passe vraiment d'une intégration de la formation à l'activité réalisée, c'est-à-dire que on va être de plus en plus dans apprendre au moment où on en a besoin, apprendre au moment de faire. Pas forcément anticiper sur la formation, parce que ces outils vont nous apporter immédiatement des réponses à des situations face auxquelles nous devons répondre, ou nous devons apporter une compétence, un savoir-faire ou une réponse. Ce qui veut dire que la formation est en train de changer aussi et que l'ingénierie pédagogique deviendra de plus en plus stratégique, mais qu'elle sera de plus en plus associée à des technologues, à des designers, pour permettre la transmission de cette information en temps réel au bon moment. Ce que nous, on voit en conclusion, et je terminerai sur ces 5 questions, c'est que, après avoir assisté à ce que a fait l'IFCAM, c'est-à-dire une formation digitalisée pour le plus grand nombre, en ayant augmenté l'efficacité et l'impact sur l'optimisation budgétaire, on assiste à l'émergence avec les technologies de ce compagnonnage moderne, numérique, qui va reposer sur une transmission des savoirs, mais qui sera développée par la nouvelle technologie elle-même. Et ce facteur nous fait penser que ces compétences connectées vont connaître un développement très important, et elles vont s'améliorer, je dirais, quotidiennement grâce à cette intelligence artificielle, à ce machine learning qui va aller chercher l'information, soit sur le réseau, soit parce que nous le nourrirons nous-mêmes. Alors pourquoi nous pensons que ça va prendre un essor? Pour une raison simple, c'est que la technologie devient de moins en moins coûteuse, elle devient de plus en plus ouverte, elle devient de plus en plus fiable, si vous regardez un smartphone aujourd'hui qu'on a dans notre poche, on a accès à plus d'informations qu'en avait George Bush en 1991 quand il a envahi l'Irak. Il n'avait pas accès aux informations que nous, on a dans un smartphone. C'est ce que viennent de révéler des chercheurs du MIT. Et je pense que cette notion-là est en train d'exploser à la conjonction de 3 éléments. Les algorithmes, qui sont effectivement aujourd'hui les codes qui vont être utilisables, les lignes d'écriture pour réaliser ces fonctions, la puissance de calcul,
qui est en train d'exploser. Et je ne parle pas de l'informatique quantique, hein, puisque là on parle d'hexaflop, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le sujet. Et puis le troisième élément, c'est bien évidemment le big data, puisque nous collectons des informations à chaque fois que vous passez sur l'intranet, à chaque fois que vous passez sur un site web, à chaque fois que vous êtes sur un réseau social ou que vous êtes sur votre smartphone, nous laissons des traces. Et ces informations peuvent être utilisées, bien évidemment. Et donc, ces compétences connectées sont probablement dans l'avenir un du sujet majeur pour les universités d'entreprise, pour les instituts de formation, et même d'ailleurs pour l'éducation nationale, puisque ça va avoir des conséquences de plus en plus importantes. Alors, ça pose 5 questions de fond à tous les acteurs, c'est-à-dire les entreprises, et plus largement à tous ces décideurs, qu'ils soient politiques, académiques, économiques. Première question, c'est peut-on encore parler de formation quand le collaborateur n'a pas à agir, trouver de motivation ou fournir d'efforts particuliers pour acquérir de nouvelles compétences? C'est une vraie question. C'est-à-dire que quand vous êtes là et que vous y arrivez l'information qui répond à votre question avant même que vous l'ayez demandé, ce qui est en train de se passer, on peut légitimement se poser la question en se disant, est-ce que c'est de la formation ou est-ce que c'est une assistance d'information ou sur mon job tout simplement? Deuxième question, c'est comment s'assurer que les compétences qui sont transférées par cette technologie vont vraiment participer à l'amélioration de l'efficacité du travail et surtout du développement professionnel et personnel du collaborateur. Est-ce que avoir cette information sans la comprendre, contextualiser, nous permet de penser que demain les gens vont avoir cette réflexion pour la contextualiser? C'est le problème qu'on a sur l'école. Tous les professeurs que vous connaissez vous diront Wikipédia est une plaie pour nous, parce qu'on voit 15 fois la même copie dans notre classe avec les mêmes textes, parce qu'ils ont fait un copier-coller. Du reste, à HEC, ils ont un logiciel spécial pour savoir qu'est-ce qui a été copié-collé, parce que ça devient un phénomène de plus en plus large. Et donc, fondamentalement, la question c'est, est-ce que ça participe au développement personnel quand cette technologie facilite tout, finalement? Troisième élément, quel sera le rôle des professionnels de la formation? Alors ça, c'est une vraie question. Et bien évidemment, la question c'est, est-ce qu'on va se concentrer uniquement sur l'ingénierie pédagogique? Est-ce qu'on va laisser des technologues, des designers concevoir ces formes de transmission? Ou est-ce qu'on va lier les deux dans l'avenir? Peut-être demain, l'ICANN deviendra un Digital Learning Lab avec des gens qui réfléchiront à la manière dont on passera les informations avec des technologies aux collaborateurs pour qu'ils soient plus rapidement opérationnels sur un certain nombre de sujets, sans qu'on ait forcément l'obligation de les faire adhérer à un programme au sens précis du terme. Quatrième question, est-ce que la robotique et l'intelligence artificielle vont-ils remplacer l'homme prochainement? C'est une question qu'on nous pose tout le temps, donc il fallait bien que j'y réponde. Alors, nous, on pense que ce n'est pas pour demain. Et je vais vous donner un exemple assez croustillant. Microsoft, la célèbre firme de Redmond, développe des gros programmes d'intelligence artificielle comme tous les grands acteurs. Et ils ont développé un chatbot, ces agents conversationnels, sur le réseau Twitter, sous la forme d'une jeune femme qu'ils ont appelée Tay, et à qui pour lesquels ils ont créé un compte Twitter en laissant le programme et en disant on va le laisser interagir et le machine learning va lui permettre de créer des interactions. Sauf que le programme a complètement déraillé et qu'ils ont dû l'arrêter en 24 heures. Alors pourquoi? Parce que vous avez des petits malins qui ont commencé à parler avec des propos racistes, sexistes, antiféministes et tout. Mais comme le chatbot, il apprend par rapport à ces interactions, il a dit qu'Hitler était quelqu'un de fantastique, etc. Et tout. Et là, vous comprenez bien qu'on n'est pas encore totalement au point pour laisser des machines nous remplacer complètement. Sauf que ce qui est quand même incroyable, c'est que Tay, qui n'est qu'un programme, bien évidemment, informatique, a été jusqu'à comprendre ça et à les intégrer totalement. Ce qui montre bien que l'autonomie des programmes, ce n'est pas pour demain et qu'il y a encore du travail. Et puis, dernière question auquel je vous propose d'apporter quelques éléments de réponse, c'est nos robots pourront-ils se substituer à la présence humaine et faire preuve d'empathie? C'est un grand sujet, ça. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, on sait qu'il y a un accompagnement de fin de vie qui va être essentiel. Vous savez que les Japonais qui n'ont aucune immigration et qui vont perdre un nombre de millions d'habitants hallucinant, ont une croyance en la technologie et pensent que les robots vont remplacer ces personnes-là. Et vous avez un certain nombre de grands, d'éminents spécialistes mondiaux, et notamment très largement japonais, qui pensent qu'il faut démarrer déjà en se faisant remplacer par son robot.
Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ce professeur, par exemple, de l'université d'Osaka, qui est un des meilleurs spécialistes mondiaux, il a son robot qui est son double et qui va à des conférences. Alors je vous rassure, c'est bien moi qui suis venu, ce n'est pas mon robot, mais il est capable de participer. Cette présentatrice télé a son double en robot qui a fait déjà 2 fois la présentation du journal télévisé. Et puis enfin, vous avez une start-up extraordinairement avancée qui s'appelle Hanson Robotics et qui, elle, s'intéresse à comment nos robots peuvent avoir une apparence humaine. Regardez cette femme, c'est un robot. C'est incroyable à quel point on peut recréer l'impression de ces relations humaines. C'en est sidérant, c'est même glaçant quand vous regardez ce robot. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que demain on tombera amoureux de nos robots ou est-ce que nos robots tomberont amoureux d'eux? D'ailleurs, c'est le livre du médecin et psychiatre et pédiatre Serge Tisseron qui disait « Le jour où mon robot m'aimera », et qui dit que ça va devenir une question fondamentale pour des gens qui sont seuls et pour lesquels le robot sera une compagnie très importante. Alors rassurez-vous, on n'est pas seul à l'IFCAM. Il y a du travail, on ne va pas espionner les personnes avec des logiciels de reconnaissance faciale, mais ils existent et ils commencent vraiment à bien fonctionner. Mais comme vous le voyez, les chatbots, il y a encore du boulot, parce que si on laisse ce genre de programme se développer, on n'est pas à l'abri d'avoir des retours des clients, des collaborateurs, qui risquent de nous montrer que l'humain en a encore vraiment besoin. Voilà, je vous remercie.